beaucoup aimé une question qui a émergé de la part de Louis, qui est, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a cette pensée critique qui se met en route? D'où elle vient, en fait, si je le traduis comme ça. Et donc, on a passé pas mal de temps là-dessus, c'est-à-dire à se dire, mais finalement, ça vient d'où, en fait? Avant même de répondre aux questions, qu'est-ce qui fait que nous, parce qu'on s'est retrouvés tous les deux très vite sur, Mhm. sur nos expériences de la pensée critique. Voilà, et d'où ça vient. Et donc, nos expériences de la pensée critique, c'était justement le fait que ça soit un peu un état assez récurrent, permanent, de nous questionner. Et puis, pour moi, mais je crois que tu disais que c'était un peu pareil aussi, Louis, parfois justement que ça peut être perçu par l'environnement comme étant un peu le côté empêcheur de tourner en rond. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une des choses qui apparaît, c'est aussi quel est le lien avec les autres, en fait, dans la pensée critique que nous, on a. Comment on fait le lien avec les autres, comment ça s'inscrit dans un... Voilà. Bon, bah, Super. juste, pardon. Ouais. Juste en un mot, effectivement, une question qui me semble importante, et on en a débattu, visiblement c'est aussi le cas de Sabrina, c'est finalement de se dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me pose une question. Pourquoi, à un moment donné, dans la foultitude d'informations qu'on reçoit chaque jour, il y a quelque chose qui interpelle et on se pose une question. Il y a la question qui vient à l'esprit, et là, moi, je sais qu'à titre personnel, je travaille là-dessus, mais j'ai toujours pas trouvé la réponse. De dire qu'est-ce qui fait, j'essaie de trouver les critères, les caractéristiques d'une information par rapport à laquelle, qui déclenche une question. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me pose une question en me disant, bah, tiens, au fait, et pourquoi? Et si je peux d'ailleurs compléter, parce que j'ai trouvé que c'était ça qui était le plus, enfin, Ouais, ouais. qui apportait de la valeur à ce questionnement, c'est qu'en fait, tu te poses cette question, en fait, Louise pose cette question pour savoir comment, en fait, le diffuser. C'est-à-dire que c'est pas Oui, que à aussi. titre de réflexion personnelle, c'est ben, si on arrive, entre guillemets, à craquer le fait que, ben, d'où vient la pensée critique, comment on peut peut-être réussir à mieux le diffuser. Sur la curiosité et comment est-ce que cette connexion se fait, ce questionnement se fait? Alors, du coup, je vais rebondir sur quelque chose qui a été demandé et qui s'éloigne un peu de ce que j'avais préparé, mais je vais le compléter. C'est quelque chose qui me paraît, moi, fondamental, c'est cette capacité à observer notre étonnement. Mhm. Et Louis et Sabrina se disaient, mais comment est-ce que je pourrais, moi, avoir la certitude de déclencher cette démarche d'esprit critique? Et le révélateur, globalement, c'est ah, mais tiens, c'est finalement, il y a quelque chose qui vient choquer nos certitudes ou qui nous étonne parce que tout d'un coup, ça devient tellement surgissant dans le monde de la communication. On se dit, ah, mais non, mais là, il y a quelque chose qui interpelle. Et finalement, automatiquement, il y a quelque chose qui va déclencher notre pensée critique Mhm. parce qu'il va falloir répondre à cet étonnement. Il va falloir à un moment donné que, pour notre propre satisfaction, on soit amené à statuer sur ce sujet. Pourquoi est-ce que les plus grands nombres, le plus grand nombre commence à adhérer à un courant de pensée particulier? Ou alors quelque chose qui nous étonne par rapport à notre background? Et c'est là qu'on voit que les facteurs clés de succès que je pourrais énoncer, c'est globalement être curieux et ouvert d'esprit. C'est notre aptitude à nous intéresser aux autres, c'est nourrir notre cerveau avec un certain nombre de choses et bénéficier de son aptitude fantastique à pouvoir faire des associations et des combinaisons à des rapidités et des vitesses qui sont sans commune mesure. Et du coup, ça alimente notre raisonnement et puis ça va construire notre esprit critique. Donc, il faut pour ça qu'il y ait une variété d'informations suffisamment grande pour que les associations puissent donner des fruits, puissent donner un certain nombre de possibilités de construction de solutions, et puis qu'on puisse les confronter par nous-mêmes avant de statuer. Il faut donc se sentir libre d'aller explorer ce qu'on veut, et donc de relier ces informations avec un chemin qui est plus implicite ou explicite, mais on peut se laisser guider aussi par notre intuition, en sachant s'arrêter, parce qu'à un moment donné, on peut s'égarer et puis perdre un peu notre fil de pensée. Mais globalement, c'est quelque chose qui permet d'accélérer cette mise en œuvre de la pensée critique, parce qu'on l'alimente toujours avec notre curiosité et notre appétence à l'information. La première chose qu'il y a à faire, c'est peut-être le guider
pour faire de l'étonnement, c'est-à-dire s'intéresser à quelque chose et que ça vienne percuter sa pensée. C'est un outil qui est utilisé en entreprise. On demande souvent aux gens qu'on est en train d'intégrer dans l'entreprise et on leur dit, à la fin de votre visite, faites-moi un rapport d'étonnement, c'est-à-dire que vous venez de découvrir votre nouvel environnement de travail, confrontez-le avec ce que vous connaissiez avant, et à partir de là, commencez à vous étonner. Dites-nous ce qui vous a surpris, que vous ne connaissiez pas avant, et qui vient à un moment donné, quelque part, nous donner un regard extérieur sur notre entreprise. Déjà, c'est le début de l'esprit critique, parce que lui-même est en train de forger un avis par rapport à quelque chose qu'il vient de découvrir pour la première fois. Ouais. Et donc, cette faculté de s'étonner et d'utiliser cet outil, à mon avis, est quelque chose de pertinent pour pouvoir essayer d'amener les gens à développer cet esprit critique. Mais l'esprit critique… Oui, je vais faire la… Allez-y. C'est-à-dire que ce qui veut dire quand même, si le besoin, c'est de permettre à la faculté d'étonnement d'exister, enfin, c'est que ce soit l'étonnement qui soit le révélateur, alors il faut permettre à la faculté d'étonnement d'exister. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a une question aussi et ça rejoint… il y a une question en fait de comment est-ce qu'on n'est pas en train d'être tout le temps en train de surfer et d'être sur des niveaux très superficiels d'action et d'être dans un mouvement permanent pour avoir le temps en fait que ça puisse exister, de se rendre compte qu'on est étonné, tu vois. Parce que ça, c'est un vrai sujet à l'heure actuelle. La vitesse, enfin, moi, c'était l'élément que je donnais comme étant celui qui m'empêche d'être dans la pensée critique. Je trouve que c'est très… Et je faisais référence à une émission qui est passée sur France Culture qui parlait de ça. Je mettrai la référence après. Et qui parlait de la défiance par rapport aux médias et puis des mécanismes par lesquels la pensée critique est de plus en plus fermée. Et en particulier dans les médias où finalement maintenant il y a peu de débats, de vrais débats. Et pourquoi? Et ça décortiquait les mécanismes. Bon. Et donc voilà, la question de la vie. Donc, comment est-ce qu'on permet à cette faculté d'étonnement d'exister? Donc moi, la question que je voulais demander à Arnaud, c'était, ok, comment est-ce qu'on formule un avis? C'est une très très bonne question parce qu'en fait, à un moment donné, pour essayer de pouvoir aiguillonner la pensée qui est face à nous, il faut aussi pouvoir lui permettre de s'approprier notre propre pensée. Et donc, les solutions que moi j'utilise, c'est plutôt de proposer une autre vision de l'information ou une autre vision de la pensée, plus que de l'imposer, parce qu'en fait, sans ça, ça veut dire que je ferais comme un mainstream, hein, je serais en train d'utiliser les mêmes outils. Et puis, pour pouvoir faciliter l'argumentation, j'essaye d'y mettre, enfin, c'est pas j'essaye, je le fais très souvent, d'y mettre des sources. Parce que ce qui est nuisible à la constitution de la pensée critique, c'est que régulièrement, il y a un certain nombre d'affirmations ou de choses qui nous arrivent sans qu'il y ait de sources qui soient reliées et qui nous permettent nous-mêmes de nous approprier le sujet pour pouvoir valider ou non ce qu'on est en train de nous apporter. Donc, là, récemment, je faisais un commentaire sur une pensée critique, quelque chose qui m'a heurté en disant, voilà, les Allemands trouvent que l'hydrogène n'est pas assez vert quand il est fait avec l'électricité française. Donc là, ce qui m'a heurté, c'est qu'on essaye de donner une couleur à l'hydrogène qu'on est en train de produire. Et puis, à un moment donné, je dis que les Allemands sont les plus forts producteurs de CO2 en matière de production électrique, même avec un parc éolien et un parc solaire immense. Et j'ai reçu une opposition de quelqu'un qui est en Allemagne, qui était en train de presque dire que j'étais en train de me moquer des Allemands. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, j'ai été obligé de sourcer l'intégralité des éléments, et y compris de montrer qu'il y a des gens en Allemagne qui ont aussi remarqué qu'il y avait une incohérence entre les politiques d'énergie verte et la pollution au CO2. Et puis, à un moment donné, j'ai été obligé d'affirmer que je n'étais pas en train de me moquer, je ne suis pas dans l'émotion, je suis en train de donner des faits, et qu'il vaut mieux se focaliser sur les solutions à élaborer au niveau technologique, plutôt que de se bagarrer pour savoir si l'hydrogène doit être vert ou pas vert. De toute façon, l'hydrogène n'a pas de couleur, c'est un gaz. Donc, il faut sortir de cet esprit vain qui est de s'opposer sur des choses qui sont relativement insignifiantes par rapport à la profondeur du sujet. Et donc, ma proposition d'argumentation, ça a été plutôt de remettre les choses par rapport aux sources, de pouvoir essayer de montrer que je n'étais pas dans l'opposition, mais que j'étais plutôt pour essayer de sortir le débat
de quelque chose qui est plutôt futile, qui est de savoir si on donne une couleur à un gaz qu'on est en train de produire, plutôt que de la façon dont on est en train de le faire dans les faits, et auquel cas dire qu'il y avait des choses contradictoires qui étaient mentionnées. Mais après, je n'ai pas d'avis, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas d'avis, je ne peux pas dire si c'est bien ou c'est mal, et ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est de s'appuyer sur des faits. Et du coup, je pense que le sourcing d'informations est absolument essentiel, et y compris des sources contradictoires, pour montrer qu'on n'est pas avec un courant de pensée qui est immédiat, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas immédiatement à valoriser une information plus qu'une autre. On est plus là, enfin moi je me sens plus là pour éveiller les gens à se forger eux-mêmes l'opinion, pas forcément à prendre de fait l'opinion de quelqu'un d'autre. Et ça me paraît... Tu voulais évoquer justement dans la troisième partie ces trois, comment dire, les trois volets de la construction d'une opinion, d'un avis. Exactement. Donc, les biais, on a vu qu'on pouvait les éviter par la prise de temps, par le fait de pouvoir varier ses sources d'informations, et puis éviter les algorithmes en faisant en sorte de changer l'ordre de l'affichage des news, ou ne pas cliquer sur les plus lus ou les plus commentés, parce qu'on auto-alimente l'algorithme qui nous remonte toujours les choses qui sont les plus prisées. Donc, du coup, on peut l'enlever. On peut essayer de se discipliner là-dessus. Donc, ça demande une attitude personnelle assez forte. Mais c'est clair que l'identification des biais et des solutions pour les contourner va nous permettre de libérer le soft skill qui est l'esprit critique. Tout à l'heure, la différence entre les opinions et les faits, c'est souvent aussi parce qu'on est en train de mélanger les émotions avec la raison. Et on est dans un monde qui est de plus en plus émotionnel. Et en fait, l'esprit critique, à un moment donné, ça nous amène à questionner nos convictions. Donc, nos convictions, c'est nos croyances, nos valeurs, et tout ça est lié à notre intimité. Nos savoirs, c'est ce que nous avons appris ou construit progressivement, et les informations que l'on détient et qu'on actualise la plupart du temps, généralement. Et du coup, ça ne facilite pas toujours la mise en œuvre de la pensée critique. Et du coup, pour cette dernière phase, on va essayer de solliciter votre esprit critique pour que vous puissiez débattre sur quelque chose qui va toucher le « en moi », et notamment, on va parler du télétravail. Donc, c'est une tendance actuelle qui est plutôt maintenant partie pour être lourde. Et on est en train de nous dire que c'est la solution de demain. Donc, est-ce que vous pourriez, pendant ces quelques minutes, confronter votre opinion sur le télétravail avec les autres membres du groupe? Et à l'issue de cette confrontation, c'est de nous dire qu'est-ce qui a pu être modifié chez vous, plus facilement vos idées, vos convictions intimes ou vos savoirs, qu'avez-vous appris, qu'est-ce qui a pu changer en vous? Confrontation des idées sur le télétravail, on va essayer de travailler sur ces trois niveaux-là. Nos croyances sur le télétravail, nos savoirs sur le télétravail et quelles sont les informations sur le télétravail qu'on va avoir qui vont justement nous permettre de modifier ou pas notre perception et notre avis sur le télétravail. C'est ça, hein? Absolument. Dire que c'est super, et moi je ne suis pas d'accord. On n'est pas en train de nous dire que le télétravail c'est super. Il y a de plus en plus de voix qui questionnent, en tout cas, le télétravail. Mais c'est parce que c'était une formulation. Il est clair que quand j'ai parlé du mainstream, quand on regarde un certain nombre de titres de journaux concernant l'utilisation du télétravail, effectivement, selon celui qui est en train de l'émettre, cet avis, cette information, il est très clair que, on va dire, du côté de ceux des promoteurs, c'est souvent ceux qui y trouvent aussi un gain qui n'est pas seulement un gain humain, pour parler softement. Et du coup, effectivement, d'une façon assez provocatrice, j'ai utilisé cet élément pour pouvoir faire réagir. Et pourquoi je fais réagir? Parce que je vais reprendre ce que vous avez dit, parce que je trouve ça tout à fait pertinent, et ça va permettre de pouvoir montrer les différents niveaux que ça vient exercer, choquer, quand on est en train d'exercer notre esprit critique. Il y a des gens qui vont trouver ça pratique, et en fait, les informations dont ils disposent, ça va être éventuellement le temps de déplacement que l'on va gagner, la surface de mètres carrés qu'on va épargner, c'est le fait qu'on puisse mettre à disposition des bureaux uniquement quand les gens sont dans les locaux. Donc, il va y avoir un certain nombre d'informations qui vont être des informations chiffrées,
Il va y avoir après les éléments du savoir qu'on va utiliser, le savoir mettre en œuvre les outils de travail à distance, les échanges de données sécurisées. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des savoir-faire et des savoirs. Et puis après, ça vient heurter nos convictions. Et effectivement, il y a les gens qui sont convaincus que ça va résoudre les problèmes de fonctionnement de l'entreprise et éventuellement distancier les gens. Ça va peut-être apaiser parfois des climats qui peuvent être un peu tendus. Pour d'autres, ils vont dire non, l'interaction sociale, c'est les termes que vous avez donnés, sont des choses qui sont absolument cruciales pour pouvoir faire fonctionner les sociétés. Les sociétés avec un grand S, pas les entreprises, les sociétés humaines. Et on voit bien que pour pouvoir amender son point de vue, le plus facile, c'est d'absorber les informations. Ça, c'est quelque chose qui a un flux qui est très rapide. Parce qu'en fait, on fait une mise à jour et puis on prend ou on rejette l'information, mais ça se fait très facilement. Pour les savoirs et les savoir-faire, là, on voit bien qu'il va y avoir un effort d'assimilation qui va être plus grand avant de pouvoir adopter un savoir qui vient de quelqu'un d'autre ou un savoir-faire qu'on est en train de nous faire acquérir. Le fait de travailler à distance, ça nécessite un savoir-faire particulier qui est l'utilisation d'un outil informatique avec des logiciels, avec un certain nombre de choses. Puis après, il y a la conviction, et là, c'est quelque chose qui est nettement plus difficile à bouger. Et en fait, ce que dit Jean-Claude Coulet, c'est qu'il appelle ça les invariants opératoires. Il dit que dans la théorie du changement, ce qui est plus facile à changer, c'est globalement tout ce qui touche au savoir-faire et aux méthodes. Par contre, dès lors que ça vient confronter nos convictions, nos valeurs, tout ce que l'on nous a inculqué de façon forte dans nos éducations, par exemple, ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile à bouger. Et dans notre pensée critique, pour pouvoir se faire nôtre la pensée de quelqu'un d'autre, ou bien ce qu'il est en train de nous dire, à un moment donné, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait qu'il va y avoir une écoute et un questionnement, et ça va nous amener dans l'inconfort. C'est ce que vous repreniez, vous aviez utilisé comme vocabulaire. Et en fait, je trouve ça tout à fait pertinent, parce que ce qui va nous permettre de finaliser notre pensée critique, ça va être ce dernier niveau qui est par contre tellement difficile à bouger que pour forger une opinion qui soit la plus objective ou la plus équilibrée, à un moment donné, ça va être compliqué pour nous. Et cette difficulté, ça va être de favoriser cette mobilité, de favoriser, les gens qui travaillent sur le processus de changement disent qu'il faut passer à la phase de décristallisation, puis faire l'évolution, puis ensuite faire une phase de cristallisation. Et du coup, quand on va faire notre pensée critique, il va falloir décristalliser les choses qui sont les plus ancrées, les plus difficiles à bouger, et cet effort de décristallisation va être compliqué. Et puis, on va faire un nouveau pas, on va recristalliser une nouvelle solution parce qu'on aura fait nôtre ou on aura choisi de rejeter quelque chose qu'on nous aura proposé. Mais ces trois niveaux me semblent pertinents parce qu'il y a les choses qui sont très fluides et qui circulent beaucoup, et puis les choses qui circulent nettement plus difficilement parce qu'elles sont ancrées à notre intimité. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a du mal à se mettre d'accord, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se nourrir de diversité, comme le disait Meylam, et je crois que je vais acquérir son livre parce que ça m'interpelle quelque part et que je m'intéresse à ce que pensent les autres. Et du coup, cette difficulté à pouvoir mobiliser cette dernière couche, parce qu'on veut la laisser solide plutôt que la rendre un peu malléable, fait qu'on n'arrive plus à se comprendre. Et notre esprit critique fait qu'on n'arrive pas à lutter contre le mainstream, on n'arrive pas à lutter ou à l'arrêter, le mainstream, parce que par moment, le mainstream, il est complètement contre-productif. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je ne voulais pas vous sécher. Hein. Mais non, mais ce qui est quand même super là dans tout, enfin, ce qui ressort, moi je sais pas, je trouve, c'est qu'il y a un lien très fort entre une dimension qui est une dimension cognitive et une dimension qui est une dimension émotionnelle, on l'a nommé, et même identitaire en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est la pensée critique, le discernement, et d'ailleurs c'est parce que finalement, est-ce que peut-être que l'espèce humaine est la seule à avoir cette pensée critique, donc c'est peut-être ça qui fait que justement c'est une convergence de tout ça. Ce qui ressort là. Et là, on se dit, ah ouais, ça rassemble tous les éléments de ma façon d'être au monde, ma réflexion, intellectuelle, cognitive,
mais aussi ça vient toucher jusqu'à des fondements de mon identité. Et c'est là où je pense, Maïlam, moi j'avais été très accrochée par ce que tu apportais, et d'ailleurs qui fait que je suis encore là d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est parce que j'ai été accrochée à un moment sur les différences en fait, la diversité en fait cognitive. Euh, et que ça, c'est en dessous même de la diversité, par exemple dans l'entreprise, quand on travaille la diversité de genre ou la diversité, ben voilà, c'est qu'en fait, il y a des, sans qu'on en ait même conscience, on est porteur dans nos modes même de réflexion. Mais là, ce que je vois, c'est ça, c'est que c'est même au niveau de nos émotions et de notre identité. Mais c'est pour ça que c'est inconfortable. C'est qu'en fait, probablement, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, le fait de développer son esprit critique finit par, et d'ailleurs Vincent, je trouve que ça fait le lien avec ce dont on se parlait là tout à l'heure, vient toucher aussi notre identité. En fait, on change finalement, certainement, quand on développe son esprit critique, puisque on se met plus en relation avec des... C'est la traduction concrète de l'ouverture au monde, c'est que ça nous impacte. Donc, il y a une notion de contrôle aussi derrière. Hein. Comment est-ce qu'on accepte de contrôler ou pas, ce qui... Ou de lâcher. Ou de lâcher, justement, oui, voilà. Je vais rejoindre ce que disait Maïlam en disant c'est par la diversité qu'on peut essayer de construire plus sa pensée quelque part. Je vais juste donner une expérience personnelle. Ça nécessite par contre à un moment donné d'accepter cette recherche, d'aller aller voir quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Quand j'ai divorcé, en fait, j'ai choisi à chaque fois de dialoguer avec des femmes, une avocate, avec des gens au niveau du conseil familial qui étaient des femmes. Pourquoi ? C'est parce que j'avais la certitude, globalement, qu'elles n'étaient pas câblées comme moi. Et du coup, le champ des possibles devient nettement plus grand. Et un certain nombre de certitudes ou de similitudes que j'aurais pu trouver, c'est ce que disait Maïlam, c'est qu'on a tendance plutôt à chercher des similitudes. Là, du coup, ça permet plus de construire une solution qui soit plus équilibrée, plus élaborée et surtout plus originale. Parce que justement, on va chercher quelque chose qui n'est pas directement comme nous. Plus libre aussi, peut-être, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je suis désolée, mais je vais être obligée malheureusement de vous dire qu'on va être obligé de se quitter parce que sinon, si on veut respecter le cadre qu'on s'est fixé, pourtant les échanges sont très passionnants, mais là on arrive à la fin. Donc déclusion, bah écoute, moi je trouve que en ces temps, j'ai envie de reprendre une déclusion qu'on a déjà faite. Si tu es d'accord, Maïlam. Oh, Moi, je trouvais qu'avec ce temps un peu, cette ambiance un peu morose, j'avais envie que vous nous disiez avec quelle chanson vous repartez. ouais. Bien à l'esprit. Et si vous... Alors, merci beaucoup Arnaud. Merci à tous de t'être prêté à ce jeu. C'est moi qui vous remercie. Merci Arnaud. Et puis du coup, la semaine prochaine, on accueillera Mathieu Gressier sur le sujet de la résilience des organisations. Voilà. Donc sachant à la même heure, jeudi prochain, le prochain Drinking Dialogues. Ouais, notamment la résilience des organisations du service public. Il va surtout axer là-dessus. Super. À la semaine prochaine. J'espère être là. Merci beaucoup Arnaud.